Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. C'est un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui, que ce soit les personnes en présentiel dans notre amphithéâtre de Cézanne-Nanterre, bienvenue à vous, et à ceux qui nous suivent chaque semaine et peut-être déjà depuis quelques saisons à travers le lien live, que ce soit, ça peut être vos tuteurs, vous apprenants, mais aussi des institutionnels, des partenaires, d'autres centres de saisie, nos 25 centres en France, et voilà, toute personne intéressée par développer pour sa culture générale. Bon, on a des gens qui nous suivent, mais on a des nouveaux aussi, donc des gens qui ne connaissent pas. Je vais rappeler en quelques phrases en fait un petit peu la genèse de ce cycle de conférences. J'ai le plaisir de vous présenter donc voilà le programme de la 10e saison. 10 ans qu'on vous propose donc des conférences appelées causeries, donc sur des thématiques différentes que vous pouvez voir, donc méthodologie, technologie, les enjeux du 21e siècle, les sciences humaines ou la culture générale, avec les arts, les médias, l'environnement ou l'international. Nous vous proposons ces outils de communication et de culture générale. Et l'intérêt, c'est vraiment pour vous développer votre curiosité. L'intérêt, c'est pas vous donner des cours en plus dans votre cahier des charges. L'intérêt, c'est de vous parler des thématiques que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aborder, que de vous-même, vous n'iriez pas chercher. Et vous donner soit des outils pour discuter dans le monde professionnel ou personnel sur certains sujets, ou aller creuser plus loin si ça vous intéresse. Ça a été développé à la base par une demande de la commission d'éthique d'ingénieurs qui habilite nos diplômes d'ingénieurs pour justement compenser à la base des heures de culture générale qui n'étaient plus dans les formations. Et ça a été développé. On est monté en qualité, en quantité. Aujourd'hui, on vous propose donc de fin octobre à fin avril, cette année, 26 causeries différentes, tous les mardis, de 13h à 14h. Nous avons 2 dates off, donc le dernier mardi de décembre et le 1er de janvier. Mais au-delà de ça, donc, vous avez la possibilité soit de le voir en présentiel pour les apprenants, et puis en live, comme je vous le disais, quand vous n'êtes pas là, pour ceux qui sont en apprentissage ou en alternance, et pour tous les autres. Pardon, excusez-moi. Donc ce lien live, il est diffusé à travers les réseaux sociaux. Vous avez vos pilotes qui vous envoient les informations chaque semaine s'il le faut. Vous avez possibilité de demander tout ce que vous voulez lié aux causeries sur causeries au pluriel @cesi.fr et je vous répondrai rapidement. Et puis, vous avez la possibilité de poser des questions pendant les causeries. C'est vraiment l'intérêt, interagir sur une thématique. Les causeurs sont là aussi pour ça, l'intérêt de participer à ce programme. Donc, comme je vous le disais, en présentiel, vous levez la main bien haut, que je vous apporte un micro pour échanger. Et via le live, vous avez possibilité de poser vos questions en envoyant un mail sur causerie au pluriel @cesi.fr et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Écoutez, aujourd'hui, grand plaisir de recevoir Béatrice Biancardi, donc enseignante-chercheuse à l'INEAC CESI, notre laboratoire de recherche. Et elle va se présenter un peu plus, avec plus de détails que moi. Et je vous laisse entre ses mains pour une causerie aussi riche comme d'habitude. Merci à tous et à tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes, donc, dans la salle et en ligne. Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je me présente à nouveau. Merci Héloïse pour l'introduction. Moi, je suis Béatrice Biancardi. Je suis enseignante-chercheuse en innovation et plus en particulier en interaction humain-machine au laboratoire de l'INEAC du CESI. Et aujourd'hui, on va un petit peu parler d'un domaine de recherche qui s'appelle l'analyse des signaux sociaux. Donc, avant d'aborder le thème, je voulais dire quelques mots. J'ai ça. Sur notre laboratoire. Donc, je pense que la plupart de vous a déjà entendu parler. On est en face, au 4e étage, en Nanterre 2, et c'est un laboratoire au niveau national qui se développe autour de 2 thématiques principales. Donc, d'un côté, on a l'équipe Apprendre et Innover qui a des thèmes des recherches liés à la psychologie, à l'ergonomie, et de l'autre côté, on a l'équipe Ingénierie et outils numériques qui aborde plutôt des thèmes liés à l'informatique et à l'ingénierie. Et les 2 équipes travaillent dans les domaines d'application de la ville et de l'industrie du futur. Alors, avant de vous parler de l'analyse des signaux sociaux, je voulais commencer par un petit exemple.
sur la communication humaine. Donc, on verra pourquoi il est très important de parler de communication humaine aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un extrait d'une interview sur la chaîne de la BBC. C'est une interview qui porte sur le verdict d'un projet sur un contentieux entre Apple Corps, qui était une compagnie fondée par les Beatles, donc avec le symbole de la pomme, et Apple, donc entreprise informatique que vous connaissez un peu mieux. Je ne vais pas vous donner des détails sur ce contentieux parce que c'est pas l'intérêt, mais je vais vous montrer cet extrait donc, sur le verdict du procès sur ce contentieux. Et on va commencer par regarder en fait le texte. Donc j'ai un petit extrait, donc c'est une retranscription et une traduction en français pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc on a la dame, donc la présentatrice de l'émission, et le monsieur qui est interviewé. Donc vous pouvez, je vous laisse lire rapidement en fait pour avoir une idée de quoi il s'agit. Donc elle va poser quelques questions par rapport au verdict du procès. Donc jusque-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vais rajouter une autre modalité. Donc je vais rajouter l'extrait audio de cette interview. Donc là, ce sera en anglais. Vous avez une idée plus ou moins de ce qu'ils vont se dire parce que vous avez la traduction en français. Donc, je vais lancer l'audio. Alors. Industry and the growth of music online. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. When I came, they told me something else and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website everything they want. But I think it's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast the things they're looking for. Ok, on ne va pas tout écouter, c'était pour vous montrer donc, cette petite partie. Je vais vous poser une question, je ne sais pas si quelqu'un dans le public a un commentaire à faire, quelques impressions par rapport à cet extrait audio. Quand on entend le monsieur parler, on a l'impression qu'il est au bout de sa vie. Oui, donc ça, on ne pouvait pas le voir, donc on a l'impression donc qu'il soit un peu effrayé. Et à partir de l'extrait textuel, on n'avait pas cette information. Ouais. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ouais, je vais continuer. Donc merci pour ce commentaire parce que c'était ce que je voulais montrer. Et là, on va rajouter une autre modalité. Donc on va regarder la vidéo complète. Et là, je pense que quand je vais vous poser la question, si vous avez des commentaires, vous aurez des choses à dire. The industry and the growth of music online. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. When I came, they told me something else and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website everything they want. But I think it's much better for the development and to improve people what they want and to get on the easy way and so fast the things they're looking for. Ok, j'ai entendu des gens rigoler un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Est-ce qu'on a des informations supplémentaires?
Je pense qu'ils se sont trompés de l'invité. Ils ont amené. Alors, pourquoi vous avez cette impression? Quelles sont les indices sa réaction au début et aussi sa manière de parler. Ouais, donc on avait déjà entendu dans l'audio qu'il y avait un petit souci et là on voit ses expressions faciales, ses yeux, sa bouche qui transmettent un message involontaire. Mais je vais vous raconter très rapidement l'histoire. C'est exactement ça en fait. Il s'était trompé de personne. Donc ce monsieur, il n'était pas du tout un expert sur le sujet, mais il était allé au studio de la BBC pour un entretien d'embauche en tant que technicien d'informatique. Et il se passe qu'il a le même prénom de l'expert. Et donc à l'accueil, le producteur de l'émission, il s'est trompé. Et il se retrouvait en direct à répondre à des questions, mais il a essayé de jouer le jeu quand même. Donc ça, c'est la petite histoire pour vous montrer qu'en fait, la communication humaine est multimodale. Donc, on a plusieurs modalités. On peut avoir le contenu de ce qu'on dit, mais si on rajoute notre voix et nos comportements non verbaux, on peut transmettre beaucoup plus d'informations. Je vais juste vous montrer la petite explication pour terminer. Donc là, déjà, je pense qu'il commence à comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre. So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News. Donc là, la présentatrice, elle a annoncé le vrai nom, donc il se rend compte que c'est pas lui. Donc il est vraiment très surpris d'être là. Il dit la vérité. They told me something else and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. Exactly. Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online? Actually, if you can go everywhere, you're gonna. Il est devenu assez connu à l'époque pour cet épisode. Donc pourquoi cet exemple? Donc pour vous montrer que quand je vous ai posé les questions, est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez répondu tout de suite. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on est assez bon pour analyser ce qu'on appelle les signaux sociaux. Donc les signaux sociaux, ce sont tous ces comportements, ces indices verbaux et non verbaux qui sont l'expression de l'attitude des personnes en situation d'interaction. Donc on interagit avec les autres, on a un ensemble très large d'indices qu'on peut exprimer, comme par exemple la voix, la façon de parler, notre posture, les gestes, même la distance interpersonnelle. Et en tant qu'humain, on est assez bon pour interpréter ces signaux sociaux parce qu'on a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Donc, je pense que vous avez probablement déjà entendu parler de l'intelligence émotionnelle, qui a la capacité à reconnaître et gérer ses émotions et celles des autres. Donc, quand on parle d'intelligence sociale, ici, on se réfère à nos capacités à exprimer et reconnaître les signaux sociaux, les comportements pendant qu'on interagit avec les autres. La question que je me pose en tant que chercheuse, c'est est-ce que les machines peuvent avoir cette capacité pour reconnaître les signaux sociaux des humains qui interagissent? Par exemple, si on interagit avec un robot, est-ce qu'il peut détecter nos attitudes si on est engagé pendant l'interaction? Alors, on ne peut pas avoir des robots dotés d'une intelligence sociale, mais on a ce qu'on appelle donc l'analyse des signaux sociaux qui essaye en fait de reproduire ça dans les machines et plus en général. Donc ce domaine vise à fournir aux ordinateurs la capacité de détecter et de comprendre, surtout c'est l'interprétation qui nous intéresse, les signaux sociaux humains. Donc quel est le but de l'analyse des signaux sociaux? Mais d'un côté, le but, c'est de mieux comprendre les interactions entre les humains. Par exemple, quand on est dans un groupe, si on arrive à détecter en fait, comment ça se passe l'interaction, s'il y a des soucis, après on peut intervenir. Mais aussi à mieux comprendre les interactions humain-machine.
Et on peut comprendre si l'utilisateur est engagé, s'il y a un souci de communication, sans lui demander directement. Parce qu'en fait, plus en détail, le but de l'analyse des signaux sociaux, c'est d'utiliser les comportements verbaux et non verbaux pour modéliser, donc pour prédire des dimensions, des variables psychologiques, donc des dimensions socio-affectives. Et on appelle ça des mesures indirectes parce qu'on ne peut pas tout le temps demander explicitement aux gens quels sont leurs ressentis. Mais à travers des modèles donc, informatiques, on peut prédire quels sont leurs ressentis à partir de l'observation de leur comportement. Donc, on peut essayer de modéliser ou de prédire plusieurs dimensions, comme par exemple les émotions. Ça, c'est assez facile, ça marche assez bien, on verra tout à l'heure. Mais aussi les attitudes, comme le niveau de dominance ou d'amicalité pendant qu'on interagit avec quelqu'un. Le niveau d'engagement dans une conversation. Donc, je pourrais voir si vous êtes engagé dans cette présentation, si vous êtes en train de m'écouter ou pas, en regardant, par exemple, la direction de votre regard. On peut aussi prédire la performance d'une prise de parole en public en analysant tout un ensemble d'indices verbaux et non verbaux de l'orateur. Et aussi dans les interactions de groupe, l'analyse des signaux sociaux est beaucoup utilisée pour détecter des dimensions comme la cohésion du groupe, mais aussi pour essayer d'identifier, par exemple, un leader dans un groupe. Parce qu'on peut le détecter à travers sa façon de se comporter. Ici, je vous montre un petit peu l'approche standard qu'on utilise quand on veut donc essayer de prédire, de modéliser certaines dimensions psychologiques. Et il y a toujours à peu près les mêmes étapes. Il faut avoir des données analysées. Sinon, si on n'a pas de données, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on utilise, par exemple, on a des exemples sur les interactions de groupe. On peut collecter beaucoup de vidéos de réunions de groupe, comme dans les deux exemples ici. Et à partir de ces données, ensuite, on peut annoter tous les signaux sociaux. Donc, par exemple, à partir des vidéos, on peut annoter les gestes, les comportements non verbaux. On a aussi l'audio, donc tout ce qui concerne la voix, les tours de parole. Mais cela ne suffit pas. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer. Mais il faut aussi, quand on fait nos recherches, en ce moment-là, demander un feedback aux participants. Donc, à travers des questionnaires, on peut mesurer leur ressenti, donc par exemple, leur perception sur la dominance, sur la compétence des différents membres du groupe. Pourquoi cela est important? Parce que l'objectif, ensuite, c'est, dans la dernière étape du processus, c'est de mettre ensemble les annotations sur donc, les observations des comportements, les réponses des participants, pour essayer de prédire ces réponses. Comme ça, la prochaine fois, on n'aura plus besoin de faire passer des questionnaires. Donc, juste à travers l'observation de leur comportement, on pourra avoir un score sur, par exemple, leur niveau de compétence, leur niveau de dominance dans le groupe. Donc ça, c'était une petite introduction. Je vous ai parlé de multimodalité dans les interactions. Donc, on va maintenant explorer un petit peu quelles sont les modalités qui sont analysées par l'analyse des signaux sociaux. Donc, il y a un petit peu un résumé. Il peut y en avoir d'autres. Et aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler de la modalité verbale, parce qu'il faudrait des heures pour parler, mais il faut savoir que ça fait partie quand même du domaine de l'analyse des signaux sociaux. Mais je vais commencer plutôt par des comportements non verbaux. On va commencer par les expressions faciales et le regard. En fait, notre visage peut nous donner beaucoup d'informations. On a vu dans l'exemple tout à l'heure, vous avez vu l'expression de surprise du monsieur qui avait été interviewé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre visage? En fait, les expressions faciales sont une question de muscles. On a beaucoup de muscles dans notre visage et on va activer les différents muscles quand on veut exprimer une certaine émotion, par exemple. Une expression faciale a une durée qui varie entre 250 millisecondes et 5 secondes, donc ça peut beaucoup varier. Et il y a eu les premières études qui ont essayé de faire ce lien entre donc, les expressions faciales et les émotions. A été ce neurologiste français, donc Monsieur Duchesne, donc dans les années 1860.
Et ces études utilisaient une méthodologie qu'on pourrait discuter aujourd'hui parce qu'il allait stimuler directement, électriquement, les différents muscles du visage. Donc aujourd'hui, je pense que ce ne serait pas possible de faire ça. Mais ces recherches ont été utiles. D'abord, son objectif, c'était plutôt de faire des études sur des patients qui avaient des paralyses au niveau du visage. Mais il s'est intéressé aussi à l'expression faciale de l'émotion. Et il est connu pour avoir découvert le nommé sourire de Duchenne, donc le vrai sourire authentique. Il a découvert qu'il y avait vraiment une différence entre le vrai sourire et le faux sourire, une différence dans l'activation de certains muscles dans le visage. Plus en particulier, il s'agit des muscles à côté des yeux, donc les muscles responsables des pas de doigts. Il a découvert qu'il était beaucoup plus compliqué de trouver l'activation de ces muscles dans un faux sourire. Parce qu'en fait, ces muscles-là, ils sont assez compliqués à activer de façon volontaire. Donc, si on essaye de sourire, mais qu'on n'est pas vraiment joyeux, il est compliqué d'activer ce muscle. Et c'est comme ça qu'on pourrait distinguer si la personne devant nous, elle est vraiment contente ou pas de nous voir. C'est un peu compliqué à l'œil nu de vérifier ça, mais si on est un peu entraîné, on peut y arriver. Et le sourire de Duchenne a ensuite été étudié par d'autres chercheurs, notamment Ekman, qui a trouvé des différences aussi au niveau cérébral. Il n'y a pas les mêmes aires cérébrales qui sont activées quand on fait un vrai sourire ou un faux sourire. Et en particulier, quand on fait un sourire de Duchenne, donc dans le vrai sourire authentique, il y a des aires du cerveau qui sont activées, qui sont celles responsables des émotions positives. Alors que dans le cas du faux sourire, ces aires ne sont pas du tout activées. Il n'y a que les aires motrices qui sont activées. On peut voir vraiment qu'il y a beaucoup de différences au niveau de l'observation, donc au niveau des muscles, mais aussi au niveau cérébral. À partir de ça, si on reconnaît l'activation d'un certain muscle, on pourrait essayer de coder tous les autres muscles du visage. Et c'est ce qui a été fait. Donc, ce chercheur Ekman a réalisé une taxonomie qui est utilisée encore aujourd'hui, donc le système FACS, une taxonomie de toutes les expressions faciales. On appelle ça les unités d'action. Ce sont tous les différents points du visage associés à un muscle. Il y en a une 40aine et on peut s'entraîner. Il y a des certifications à passer. C'est pas si simple à l'œil nu, mais il y a des experts qui peuvent s'entraîner pour détecter si chaque unité d'action est activée ou pas. Et les expressions faciales, donc les expressions des émotions, sont finalement des combinaisons de l'activation de ces différentes unités d'action. Par exemple, pour le sourire, on aura en particulier ces deux unités d'action qui seront activées. Donc l'unité d'action numéro 6, donc au niveau des pas de doigts, et au niveau aussi de lèvres. Donc on va étirer les coins des lèvres, et ça, c'est l'unité d'action numéro 12. Donc, si on va combiner ces deux unités d'action, on peut voir qu'on a le sourire. Normalement, il est censé être le vrai sourire parce qu'on a l'activation aussi au niveau des yeux. Ça, c'est juste un exemple. On peut faire ça pour beaucoup d'émotions. Donc, ici, on a des exemples. Par exemple, pour la tristesse, il y aura d'autres unités d'action qui seront activées. Toujours, on peut les distinguer au niveau supérieur du visage, à côté des yeux, et au niveau inférieur du visage, donc tout ce qui concerne l'ouverture de la bouche, l'étirement des lèvres. Donc ce système, évidemment, c'est un système qui a été conçu pour annoter à la main. Mais qu'est-ce qui se passe si on va entraîner une machine à utiliser ce système? Ça marche assez bien, en fait. Maintenant, on a beaucoup d'outils qui nous permettent, à partir d'une simple vidéo, de détecter non seulement s'il y a une activation des différentes unités d'action, mais aussi son niveau d'intensité. On a 5 niveaux d'intensité qu'on peut voir ici. Et selon le niveau d'intensité, même l'expression faciale et l'émotion exprimée peut changer. Donc, il faut combiner les deux éléments pour pouvoir détecter de façon fiable les émotions, les expressions faciales. Et pour ça, en fait, je vais essayer de vous faire une démo. Donc ça, c'est l'outil qu'on utilise, la plupart des chercheurs. C'est un outil gratuit. Donc vous aussi, vous pouvez le télécharger et essayer. C'est assez facile à utiliser.
qui permet, donc ici, bon, on ne voit pas très bien, mais on a la liste des principales unités d'action qu'on a vues tout à l'heure. Et à travers cet outil, une fois que notre visage est détecté, parce que la première étape, c'est de détecter notre visage. Donc pour cela, on peut voir sur la gauche, donc il faudra détecter certains points caractéristiques qu'on appelle en anglais, ils s'appellent facial landmarks. Ce sont des points qui correspondent à la position des sourcils, des yeux, du nez, de la bouche. On a tous à peu près les mêmes distances entre ces éléments du visage. Donc si on arrive à détecter ces points caractéristiques, on peut être sûr qu'il y a un visage. Et donc ici, une fois qu'on extrait le visage de la vidéo ou de la photo, on peut voir quelles sont les unités d'action qui sont activées. À partir de ça, il faudra les interpréter et donc les associer, par exemple, à des émotions spécifiques. Alors, je vais vous montrer en temps réel, en fait, que ça fonctionne. Donc, je vais lancer cette application qui s'appelle OpenFace. Alors. Et je vais activer, donc je vais rester ici parce qu'il me faut une caméra. Ok, donc si je regarde la caméra, vous pouvez voir, bon, moi je ne peux pas voir parce que si je me tourne, mais vous pouvez voir en fait les différentes unités d'action sur la droite qui sont activées. Donc là, je vais essayer de sourire. On a dit que c'est plutôt la numéro 6 et la numéro 12 qui sont activées. Vous me dites si ça fonctionne. Normalement, oui. Donc, je pourrais essayer aussi d'ouvrir la bouche. Donc, je peux faire tout ce que je veux. Mais... Et on a aussi deux informations sur l'orientation de la tête aussi. Parce que vous voyez qu'il y a un cadre autour de ma tête. Ça permet aussi de voir si je suis en train de cocher la tête ou de tourner la tête. Ça, c'est important aussi. Et aussi, au niveau du regard, on a des informations. Ça, c'est un premier exemple. On voit donc l'activation des différentes unités d'action. Mais on peut avoir ce type d'information aussi. Donc, c'est plutôt une information en continu. C'est pour ça qu'on appelle ce domaine l'analyse des signaux sociaux, parce qu'on a des signaux bruts, donc en continu, et après, on peut essayer de les interpréter. Donc, ici, on aura des graphiques sur mon activité. Je vais lancer la caméra. Voilà, on se concentre par exemple sur le premier graphique. Donc, on voit l'activité de mon sourire. Donc, normalement, si je souris pas, voilà, la ligne verte, elle n'est pas trop activée. Là, maintenant, je vais sourire. On a un pic donc, de l'activité. Et ça continue dans le temps. Je peux faire la même chose, par exemple, dans le deuxième graphique. C'est par rapport aux sourcils. On voit qu'il y a de l'activité en cours. Et en bas, on a la même information pour la bouche. Et ah non, ça, c'est le regard, en fait, plutôt. Oups. Donc on ne voit pas trop bien, mais on peut voir les mêmes courbes pour le regard et pour l'orientation de la tête. Ok, donc ça c'était un exemple pour vous montrer que ça marche assez bien. On peut détecter l'activation de nos muscles et à partir de ça, il y a des outils qui permettent de détecter si on est content, si on est triste et même si on est engagé ou pas par rapport à la direction de notre regard. Ensuite, on n'a pas que un visage, on a aussi un corps qu'on peut utiliser pour transmettre des messages. Donc on va voir, c'est un peu similaire le fonctionnement pour analyser donc, les gestes et les postures. Et on utilise les gestes tous les jours. On peut avoir différentes fonctions des gestes. Par exemple, on peut exprimer quelque chose, quelques attitudes dans nos discours.
Mais aussi, on utilise les gestes souvent en réalité immersive, en réalité virtuelle. Il est très important que nos gestes soient interprétés parce qu'on peut donner des commandes à travers les gestes. On peut exprimer des émotions à travers la danse aussi, par exemple. Donc, il est important aussi d'être capable, au niveau automatique, donc qu'une machine soit capable de pouvoir détecter toutes les différentes parties de notre corps et de les interpréter par rapport aux dimensions socio-affectives. En fait, les gestes et le langage corporel plus en général peuvent transmettre beaucoup d'informations. Par exemple, on peut transmettre des intentions. Donc là, vous comprenez tout de suite, le monsieur avec son doigt, il est en train de demander du silence. Il ne le dit pas, on comprend, ça peut être culturel, donc on associe des significations aux différents gestes, mais on comprend tout de suite son intention. Et alors qu'en bas, c'est à peu près le même geste, mais on comprend qu'on est dans un autre contexte et la dame, elle est en train de chercher un serveur au restaurant, sans rien dire. On peut aussi exprimer différentes attitudes. Donc, par exemple, si on est à l'aise pendant une conversation, si on est timide ou si on est dominant, par exemple. Et exprimer différents types d'émotions juste avec notre posture. Ça peut beaucoup dire sur nos émotions, sur notre état. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les gestes, ils sont utilisés même quand on ne les voit pas. Par exemple, si on est au téléphone, alors là, je sais que ça dépend beaucoup de culture, mais là, même au téléphone, on fait des gestes et notre interlocuteur, il n'est pas là, il ne voit pas les gestes, mais on les fait quand même. Et même les personnes aveugles, certaines personnes qui n'ont jamais vu des gestes, ont tendance à utiliser des gestes pendant qu'ils parlent. Donc vraiment, on a besoin de faire des gestes dans notre vie quotidienne. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que ce sont les mains qui sont la partie du corps la plus fréquemment impliquée dans les gestes. Ici, on a un sondage de beaucoup de recherches existantes sur les gestes et on voit que les mains sont présentes un peu partout. Donc, on peut avoir une seule main, plusieurs mains, des mains avec d'autres parties du corps ou des mains qui manipulent des objets. Mais la main est très présente quand on fait des gestes. Et donc, que font nos mains lorsque nous parlons ? On parle ici de gestes co-verbaux ou de gesticulation. Donc, quand on parle, on fait des gestes qui peuvent être plus ou moins liés à ce qu'on dit ou au rythme de notre discours. C'est un petit peu naturel de faire ce type de gestes co-verbaux. Donc, si on veut analyser la signification de ce geste, il y a vraiment beaucoup de façons de faire. Mais une chose importante, tout d'abord, c'est d'identifier qu'il y a un geste. Il y a différentes phases pendant qu'on réalise un geste. Il y a des chercheurs qui ont étudié pendant des décennies quelles sont ces différentes phases et comment les détecter donc manuellement. Et ensuite, si on est capable de le faire automatiquement, ça serait mieux et plus rapide. Quand on fait un geste, donc là je suis en train de faire un geste, mais je commence par une position de repos. Donc je ne suis pas en train de faire un geste et après je me prépare pour le geste. Donc il y a une phase de préparation. Et ensuite, on réalise le vrai geste. Donc, ce geste, ça peut durer certaines secondes. Et on peut aussi décider de tenir le geste pour accentuer ou continuer ce qu'on est en train de faire. Et quand j'ai fini mon geste, il y a la phase de rétraction où je me remets mes mains, dans ce cas, dans la position de repos. On peut enchaîner plusieurs gestes, un après l'autre. Et on retrouve toutes ces phases donc de la préparation juste à la rétraction. Et on peut aussi avoir différentes catégories de gestes. Il existe plusieurs taxonomies. Je vous montre un exemple. Donc c'est vraiment un résumé des types de gestes les plus importants, les plus intéressants à étudier. Donc on a tout d'abord tous ces gestes qui ne sont pas liés au contenu du discours. Ce sont des gestes rythmiques qu'on appelle des gestes bâtons qui dépendent de ma voix, mais pas du contenu de ma voix. Donc j'utilise ça pendant que je parle pour donner du rythme à la conversation. Alors qu'il peut y avoir des gestes qui sont appelés des gestes représentatifs qui sont, eux, liés au contenu de notre discours. Par exemple, on a vu tout à l'heure le fait de pointer, ça peut être un geste déictique. Si on pointe vers un objet, donc c'est un geste qui a une signification précise.
on peut réaliser des gestes iconiques. Par exemple, si je parle d'une sphère, je peux la représenter avec mes gestes. Et des gestes métaphoriques, où ici, représentent un concept un peu plus abstrait. Donc, par exemple, je peux dire, il y avait beaucoup de gens devant moi, donc je ne vais pas représenter les gens un par un, mais ça représente un concept un peu plus abstrait. Ce qui nous intéresse le plus dans nos recherches, ce sont plutôt aussi les gestes inconscients. On a tendance à faire des gestes même quand on ne voudrait pas. Ce sont les gestes appelés les adaptateurs, qui peuvent nous donner beaucoup d'informations sur l'autre. Par exemple, si on est stressé, on commence à toucher notre nez, notre corps, ou si on a un objet dans la main, on commence à jouer avec l'objet. Ça peut montrer qu'on n'est pas... on est un peu mal à l'aise, on est un peu nerveux dans la conversation, et il est très compliqué de contrôler ce type de gestes dans une conversation. Donc il est intéressant de pouvoir analyser ces gestes aussi pour voir en fait s'il n'y a pas des informations cachées que l'autre voudrait cacher, mais nous on peut les retrouver. Alors, de façon automatique, là, ça marche un petit peu comme pour les expressions faciales. Donc, il y a des systèmes de codage qui cherchent à représenter les différents points du corps et aussi de la main pour les gestes. Donc, on va pas parler des unités d'action du visage, mais ce sont plutôt les points des articulations du corps. Et ici, on a un exemple donc, de OpenPose, qui est un autre logiciel qui permet de détecter assez bien, vous pouvez voir donc, les différentes parties du corps. C'est toujours ce qu'on appelle du signal brut. Donc on a toutes ces données, mais après il faut être capable de les interpréter et de comprendre si les trois personnes sont synchronisées, par exemple, dans leurs mouvements, si elles expriment certaines émotions, certaines attitudes. Donc des exemples d'applications, on peut voir par exemple en haut. En fait, on peut utiliser l'analyse des gestes, des postures pour comprendre s'il y a des risques, par exemple, pour un enfant de développer des traits autistiques. Il y a des patterns de comportement assez spécifiques dans les enfants autistes. Et donc, à travers l'analyse de leurs postures, de leurs gestes pendant les interactions, on pourrait avoir une probabilité de développer ces traits dans le futur. Donc, il est très important d'avoir ce type d'informations. Ensuite, on peut analyser les gestes et les postures, par exemple, juste pour mesurer le niveau de synchronie entre deux personnes, pour avoir des informations sur le type de relation entre elles. Et ici en bas, on a un exemple donc, où on peut appliquer des connaissances sur les comportements, les gestes et les postures humaines pour les reproduire dans des agents virtuels en réalité immersive ou dans les jeux vidéo, par exemple, pour reproduire vraiment des attitudes humaines les plus naturelles possibles. Donc, là, on a fait un petit peu une overview donc, des expressions faciales et des gestes. Il y a d'autres comportements non-verbaux intéressants à analyser. Et c'est notamment tout ce qui part de proxémie, donc de la gestion de l'espace. Donc il y a une théorie très ancienne qui étudie donc, les distances interpersonnelles, qui dit que selon le type de relation et de connaissances qu'on a avec les autres, on a tendance à changer la distance avec cette personne. Par exemple, il y a une distance jusqu'à 50 cm, c'est une distance intime, qu'on a tendance à avoir juste avec nos proches, nos amis ou notre partenaire. On ne va pas être si proche avec un inconnu. Et aujourd'hui, on est plutôt dans ce cas-là, donc on est dans la distance publique. Donc je suis en train de parler, vous êtes là. On est à peu près au moins à 4 mètres de distance et tout se passe bien. Alors, si là, je commence à avancer et aller à 2 cm de votre nez, je pense que vous allez dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Donc c'est important d'analyser aussi la distance interpersonnelle pour comprendre plus sur le type de relation qu'on a avec les autres. Et aussi, de l'autre côté, pour des robots, par exemple, il est important qu'ils connaissent ces normes sociales, parce qu'un robot ici, il doit comprendre jusqu'à où il peut aller quand il interagit avec un utilisateur. Il y a quand même une distance à garder. Et toujours dans la gestion de l'espace, quand on est en groupe,
On peut aussi se placer de façon différente dans l'espace, donc à travers des formes différentes qui sont appelées par les chercheurs les F-formations. Et cela aussi est lié au type d'activité qu'on fait, au type de relation qu'on a avec les autres. Donc, par exemple, selon comment on s'assoit autour d'une table, on peut savoir si on est en train d'avoir une conversation ou si on est en train de coopérer, si on est en compétition. Ou par exemple, s'il y a un leader dans le groupe, normalement, sa distance avec les autres membres n'est pas la même qu'entre les autres membres entre eux. Donc le leader, il est un peu plus loin. On peut utiliser toutes ces informations aussi pour mieux comprendre le type d'activité pendant les activités de groupe et comprendre s'il y a une bonne cohésion de groupe ou s'il y a des personnes qui sont un peu exclues. Tout ça, en fait, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir, à partir des théories psychologiques qu'on voit ici, de les automatiser. Donc d'avoir des programmes informatiques capables de pouvoir nous donner des informations, et si tout se passe bien aussi en temps réel, qui soient utiles pour savoir si tout se passe bien ou s'il faut intervenir. On a vu donc au niveau non verbal, on a le visage, le corps et aussi notre façon de se déplacer qui part beaucoup. Mais on peut avoir aussi des indices liés à notre voix. Pas le contenu, parce que là on serait plutôt dans les signaux verbaux, mais aussi la façon de dire les choses est très importante. Donc on parle d'indices paraverbaux. Dans ce cas-là, ce sont les indices qui entourent le message verbal et qui influencent sa signification réelle. On peut dire exactement la même phrase, mais avec une intonation, une vitesse différente, ça peut vraiment changer. On peut comprendre, par exemple, si une personne est triste. Parce que si je commence à parler plus lentement et que je baisse la voix, on peut savoir que peut-être je ne suis pas trop contente d'être là. Mais je suis contente d'être là aujourd'hui. Donc, c'était juste un exemple. Donc, on a plusieurs indices qu'on peut analyser. On a la prosodie, donc, qui concerne comment on transmet le message. Donc, comment on parle, on prononce la phrase. On a plusieurs dimensions qui nous intéressent, comme par exemple l'accent, l'intonation, le volume de la voix aussi, le rythme et le débit, donc la vitesse de la parole. On a aussi ce qu'on appelle des vocalisations linguistiques. En fait, ce sont des non-mots, des mots qui n'ont pas vraiment de signification, mais qui finalement ils sont utilisés comme s'ils avaient des significations. Par exemple, si je ne sais pas quoi dire, je vais dire ça. Bon, vous comprenez que je suis en train de réfléchir à mes mots. Et aussi, on a les back channels, ce sont des feedbacks, des retours quand on est en train d'écouter les autres. Donc là, je suis en train de chercher s'il y a assez de feedback. Donc, ils peuvent être au niveau non-verbal, si vous bougez la tête. Je sais que je ne vous ai pas perdu pour l'instant, mais vous pouvez aussi faire des vocalisations, comme par exemple pour nous rassurer pendant la conversation. Ce qui est important aussi, c'est de bien gérer les tours de parole pendant une interaction. On peut analyser donc ces tours de parole pour essayer d'identifier s'il y a des interruptions et si ces interruptions ont du succès ou pas. Donc on peut essayer d'interrompre l'autre, est-ce qu'on y arrive ou pas. Tout ça, c'est possible parce que si on a à notre disposition en fait, les signaux vocaux de chaque participant, on peut voir s'il y a des chevauchements entre leur discours et comprendre s'il y a eu une interruption ou pas. Et aussi, l'utilisation des pauses peut être très importante pour transmettre un message. Voilà, donc si je fais une pause, vous commencez à vous poser des questions. Des fois, on peut faire une pause avant de présenter quelque chose ou pour attirer l'attention, par exemple. Si mon public commence à s'endormir, j'essaye d'arrêter de parler pour voir si ça a un effet. Tout ça, on peut l'analyser de façon automatique si on a enregistré la voix des personnes. Donc, si on a leur fichier audio, on peut extraire ce type d'informations. Donc, comment? Ça, c'est la question. On a parlé de beaucoup de données, mais comment on va noter tous ces indices verbaux, non-verbaux, paraverbaux? Il y a deux approches, selon aussi les différentes disciplines. On peut tout faire manuellement.
Alors là, on sait, il y a des outils qui nous permettent, à partir d'une vidéo ou d'un fichier audio, d'annoter beaucoup de comportements de façon manuelle, mais ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment très, très coûteux au niveau du temps et de ressources. Et souvent, on n'a pas tout ce temps, on n'a pas toutes ces ressources pour annoter manuellement. C'est vrai qu'on aurait des annotations très précises, surtout au niveau des gestes. Il est encore un peu tôt pour avoir des annotations automatiques sur les gestes. Donc, si on peut avoir des experts pour annoter tous ces gestes, ce serait bien. Et des fois, on ne peut pas seulement se baser sur des experts, parce qu'il y a des problèmes aussi entre les différents annotateurs. On ne peut pas faire annoter manuellement seulement à une personne, parce que c'est très subjectif. Donc, il faut demander à plusieurs personnes. Et après, il faut calculer ce qu'on appelle l'accord interjuge pour voir s'ils sont plutôt d'accord ou pas. Et des fois, si on annote des dimensions un peu trop subjectives, il est compliqué de trouver un accord entre les juges. Il y a d'autres techniques pour avoir des annotations manuelles. Par exemple, on peut utiliser des plateformes de crowdsourcing. Donc, on va demander à la foule, donc à beaucoup de personnes en ligne, d'annoter certaines parties d'une vidéo. Donc là, on est sûr d'avoir beaucoup d'annotations, mais on n'est pas sûr sur le niveau d'expertise et sur la fiabilité de ces annotations. Tout dépend des buts que l'on a. Si on a besoin de beaucoup d'annotations, on peut essayer d'utiliser ces plateformes. Si on a besoin de précision, peut-être qu'il est mieux d'avoir moins d'annotateurs, mais plus précis. Tout ça pour ce qui concerne les annotations manuelles. Mais l'objectif de l'analyse des signaux sociaux, c'est à un moment donné de passer à des annotations automatiques. Pourquoi ? Surtout parce que les annotations automatiques, elles peuvent être réalisées en temps réel. Donc si on est en interaction avec un système, avec un robot par exemple, il est important d'avoir un feedback sur le ressenti de l'utilisateur en temps réel. Et c'est qu'à travers des annotations automatiques qu'on pourrait avoir ce retour tout de suite. Et les annotations automatiques aussi nous permettent d'avoir beaucoup de données rapidement, beaucoup d'annotations. Et on parle, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, on parle de signaux bruts. Donc le problème principal, c'est après comment interpréter ces signaux. Et c'est là qu'on n'a pas encore trouvé la solution pour certaines dimensions, pour certains aspects. Il est encore compliqué de ne pas avoir des erreurs avec des annotations automatiques. Donc, et on a des difficultés à interpréter les signaux et aussi à segmenter. Par exemple, si on veut détecter s'il y a un geste, il faut d'abord segmenter, trouver le début et la fin du geste. Et ça, des fois, est encore assez compliqué au niveau automatique à réaliser. Donc, on a vu les types d'annotation possibles, mais quels sont les outils ? Alors là, je vais plutôt parler pour les comportements non verbaux. On peut utiliser juste des caméras. Ça marche assez bien. On a vu dans la démo que je vous ai montré tout à l'heure, juste avec la webcam de mon ordi, on était capable de détecter les différentes expressions faciales. Donc les systèmes qui sont basés sur la vidéo ne sont pas trop chers. On peut les avoir. Ils n'ont pas de marqueur, ce qui est important. Il n'est pas nécessaire pour les personnes qui sont analysées d'être en contact physique avec de l'équipement. On peut placer les caméras, une ou plusieurs caméras au coin d'une salle et ça ne va pas influencer les mouvements des participants. Mais des fois, si on veut une précision exceptionnelle, il est compliqué d'avoir une haute précision avec ces méthodes. On a aussi des caméras standards, mais on peut utiliser des caméras un peu plus spécifiques comme la Kinect aussi. Peut-être quelqu'un connaît cette caméra. En fait, elle était utilisée dans les jeux vidéo. C'est une caméra spéciale qui permet de détecter la silhouette de la personne, donc d'extraire la silhouette de l'environnement. Et à partir de ça, on peut détecter son squelette et faire des analyses sur cela. Si on veut plus de précision, et je pense notamment aux films ou jeux vidéo, et on veut détecter vraiment tous les petits détails des mouvements et des gestes, alors on peut utiliser des systèmes qui sont basés sur des capteurs, comme par exemple la motion capture. Mais là, on a beaucoup de capteurs sur le corps. Donc ça peut limiter un petit peu les mouvements. Ce sont des systèmes assez invasifs, assez chers et très, très délicats. Donc ils peuvent se casser très facilement.
Il y a aussi des risques liés à l'occlusion et à la lumière, parce que les capteurs reflètent la lumière. Donc si on commence à être l'un devant l'autre, on pourrait perdre des informations. Mais ces systèmes basés sur les capteurs peuvent nous permettre d'avoir un gros volume de données en très peu de temps. Ce qui veut dire qu'après, il faut des experts pour les analyser. Parce qu'on a beaucoup de données. C'est toujours ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données ? Il faut créer des programmes pour interpréter et processer ces données pour donner du sens. Oups. Oui, juste pour terminer, en fait, je voulais vous montrer un exemple. Et ça ne marche pas. Je vais réessayer. Voilà, c'est un exemple d'une étude qu'on a réalisée au laboratoire. Et ici, on voulait étudier les interactions dans un groupe. Donc, pour cela, on ne voulait pas utiliser des capteurs, parce que c'était trop invasif. Et on voulait trouver une méthode assez facile pour détecter notamment la position et l'orientation de leur tête et la quantité de mouvement de leur corps. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste installé des marqueurs sur leur casquette. Et à travers ces marqueurs, vous pouvez voir ici, en fait, qu'on peut détecter, on a les 3 couleurs, ce sont les 3 participants, on peut voir la position en temps réel de leur tête. Et aussi, on a une direction de la flèche pour savoir aussi s'ils sont en train de se regarder ou pas. Et en bas à gauche, on peut voir pourquoi on a utilisé des t-shirts aussi colorés. C'est parce qu'on utilise des techniques de vision par ordinateur pour pouvoir donc extraire les silhouettes et à travers les différentes couleurs, on peut avoir des informations sur la quantité de mouvement, donc s'ils sont en train de bouger très vite ou s'ils sont en train d'aller dans une certaine direction d'une façon directe ou s'ils ne savent pas beaucoup où aller. Et ici, on a donc les résultats, ce sont des valeurs en temps réel, donc on continue sur l'activité de chacun des participants. Donc ensuite, comme je vous ai montré au début, ils ont rempli des questionnaires pour avoir une information sur leur ressenti, sur les différentes dimensions des interactions de groupe auxquelles on était intéressé. Et on a essayé de créer des modèles pour prédire donc, ces réponses aux questionnaires, aux comportements qu'on avait détectés. On avait aussi des micros, donc on a analysé aussi les tours de parole. Donc l'idée, c'était de pouvoir prédire les comportements de groupe sans demander directement. Et d'avoir, par exemple, dans le futur, un système capable de pouvoir intervenir s'il voit qu'il y a un souci pendant la coordination du groupe. Donc, pour terminer, quelques réflexions. C'est ouvert pour vous. Il faut quand même penser qu'il y a quelques dilemmes éthiques liés à l'analyse des signaux sociaux, surtout liés à l'utilisation des données. Si on a besoin de vidéos, on se pose des questions par rapport à qui va avoir accès aux données, qu'est-ce qu'on va faire avec ces données, en sachant que vidéo et audio, ce sont des données personnelles. Même si on n'a pas le nom de la personne, chaque personne a un visage et a une voix caractéristique. Il y a des réglementations aujourd'hui qu'on peut consulter, qu'il faut suivre. Et l'autre type de dilemme, c'est lié au problème lié à la manipulation de dimensions psychologiques. Alors nous, en tant que chercheurs, on essaye d'utiliser ces informations de façon positive, mais on ne sait pas comment les autres pourraient les utiliser. Parce que, par exemple, les informations sur l'état émotionnel de l'utilisateur pourraient être utilisées avec des mauvaises intentions. Il y a tout un domaine des dark patterns dans les interactions humain-machine. Donc ça, c'est pas trop sympa. Il faut trouver comment faire face à tout ça. Si vous êtes intéressé, il y a des recommandations de l'UNESCO par rapport à ça. Donc plus en général, ça touche toute thématique liée à l'intelligence artificielle, donc au traitement des données. Et c'est tout pour moi. Donc ça, c'était ma prédiction, en fait, selon mes systèmes de ma performance aujourd'hui. Donc je pense que on peut peut-être valider son système. Allez-y. Merci Béatrice. On va pouvoir passer quelques minutes d'échange. Donc, vous levez bien la main si vous avez des questions sur tout ce qui a été dit et je vous apporte le micro. On en a une par ici. Bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est de la prise en compte des différences culturelles et de la mixité culturelle et des biais que ça pourrait représenter. Ouais, merci. C'est une question que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais c'est très important. En fait, comme j'ai dit, on se base sur des données
Et donc les données reproduisent les biais, les stéréotypes des personnes qui sont dans les données. Donc il est très important de prendre en compte ça. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on déclare quel est notre échantillon. En fait, si on s'est focalisé sur une culture, notamment il y a des différences dans les comportements non verbaux, dans l'expression des émotions entre les cultures occidentales et orientales. On peut pas, il est très compliqué d'analyser les deux en même temps. Donc on sait que si on crée des modèles, on sait pour quel type de culture, à partir de quel type de données on a fait nos analyses. Et par rapport au biais, je voulais juste mentionner quelque chose, parce qu'on avait un projet dans le passé sur les entretiens d'embauche. Et en fait, dans ce contexte-là, il y a beaucoup de biais dans les humains pour décider si un candidat va être embauché ou pas. Et c'est surtout lié au genre, au sexe de la personne. Déjà, le fait d'être un homme, ça augmente la probabilité d'être embauché. Donc, dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de chercheurs qui essayent de réduire ces biais. Donc, de ne pas reproduire ces stéréotypes, ces biais humains dans les algorithmes pour essayer de faire mieux que les humains. Quand il est possible, on essaye. Vous avez des questions ? Sinon, j'ai une question. Est-ce que là, l'utilisation, par exemple, de la position des hommes pour compter le nombre de mouvements, etc., est-ce que ça peut être utilisé pour une optimisation je parle pour l'industrie, quand on parle de 5S ou de Lean, etc. Est-ce que ça peut être intégré dans ce genre de dispositif ? Oui, ouais, tout à fait. Surtout, on peut penser vraiment, pour avoir une idée sur s'il y a des espaces qui sont plus utilisés par rapport aux autres. C'est sûr que même là, on n'est pas vraiment sur l'analyse des signaux sociaux. On peut juste voir l'occupation des différents espaces. Ça peut être très utile pour optimiser, surtout dans le cadre industriel. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, j'ai une question sur la F-formation, où on voyait que quand on est en face à face, c'est qu'on est en compétition. Est-ce que ça marche aussi quand on est en couple et qu'on mange en face à face ? Et si oui, quelles sont les positions optimales en fonction de l'objectif visé, si tu vois ce que je veux dire ? Pour ça, si on avait une cantine, on aurait pu faire une étude sur ça. Là, il faudrait analyser des données. Je ne sais pas s'il y a des corpus sur cela. Je ne connais pas d'études forcément sur vraiment spécialisées en position de couple au repas, mais ça serait intéressant de voir. Déjà, si ça reproduit les mêmes comportements ou les mêmes patterns qu'avec des inconnus, ça serait intéressant à voir. Je ne sais pas si tu as des observations par rapport à ton expérience. Voilà, donc si quelqu'un est intéressé, on pourrait construire un corpus de données sur cela et publier un article. Une autre question pour conclure ? Moi, j'avais une question. Il y a une question par là. Mais sinon, une question sur le fait que les données juridiques, le cadre juridique, est-il différent par rapport à ces recherches en France ou dans les autres pays ou... Oui, bien sûr. Nous, on a la RGPD, donc au niveau européen. On a cette réglementation qui nous permet donc d'avoir les mêmes règles en Europe, mais aux États-Unis, il y a d'autres réglementations. Donc il faut s'intéresser quand c'est le moment, surtout si on collecte des vidéos comme on a fait, on les a collectées en France. Donc on a suivi les réglementations, donc on a fait signer des formulaires de consentement, les gens autorisés avec qui on pouvait partager les données. Si on décide de partager ces données avec des chercheurs aux États-Unis, il faudra créer d'autres documents et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un expert juridique dans les labos de recherche. C'est vraiment pour cela, parce qu'il faut faire vraiment attention. Si quelqu'un retrouve sa vidéo dans un article et qu'il n'avait pas donné l'autorisation, ça va poser des soucis. Une dernière question. Au niveau des données sur le visage, qu'est-ce qu'il en est pour toutes les personnes qui se font botoxer, de la chirurgie esthétique ? Est-ce que ça change, puisque ça se démocratise de plus en plus, oui. Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Je pense que oui, en fait. Je pense que si on essaye de refaire la démo avec quelqu'un plein de botox, je pense qu'on n'aurait pas la même activation des unités d'action. Mais c'est une question très intéressante. Peut-être qu'il faudrait refaire des modèles pour
pour ce type de personnes. Ouais. Surtout, le vrai sourire, je ne sais pas si on pourra jamais le voir. Même s'ils font un vrai sourire, il est compliqué de voir cette activation au niveau des yeux, des pas de doigts, parce que si on veut les enlever, on a perdu l'intérêt. Ouais, c'est vrai. Merci à tous. On peut remercier encore la causeuse du jour. Merci Béatrice. Merci à vous. Merci à ceux qui nous ont suivis. Donc je rappelle, vous avez les replays disponibles sur les 3 dernières saisons, s'il vous plaît. Donc sur le YouTube Saisie, playlist Les Causeries Saisies. Pour toute question au sujet des causeries, donc c'est causeries au pluriel @cesi.fr. Et la semaine prochaine, on vous retrouve avec grand plaisir pour la causerie donc, du 21 novembre sur le numérique et le BIM au service de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Donc un expert qui a participé au projet, viendra vous parler de ce sujet. Merci à tous, bon après-midi, à très bientôt.